Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Vous me l'avez demandé et aujourd'hui je vais vous présenter mes romans classiques préférés de tous les temps, écrits par des auteurs français. Petite précision avant de commencer, il s'agit d'une liste non exhaustive qui reflète mes goûts à l'instant T, mais dans la vie on évolue, on change. Deuxièmement, si vous apprenez le français, les livres que je vais présenter ici sont des classiques, avec par conséquent un niveau avancé. Ce sont des ouvrages qui peuvent être assez impressionnants, y compris pour des natifs. L'objectif, évidemment, ce n'est pas de vous décourager. L'important, c'est de savoir à peu près de quoi ça parle, de connaître l'histoire, et pas de les lire tout de suite en français. Et enfin, comme je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, j'ai décidé de me fixer un petit challenge. Je vais essayer de me restreindre à 2 minutes maximum par livre. Donc pendant ce laps de temps, je vais vous donner un mini résumé sans spoiler et essayer de vous donner envie de découvrir ce livre. C'est parti! On commence avec du lourd, littéralement, puisque je vous parle d'un pavé de plus de 1500 pages, un monument de la littérature française qui a été adapté, réadapté, réadapté à de multiples reprises, Les Misérables de Victor Hugo. Dans cette épopée, on suit principalement un homme, Jean Valjean, qui a été condamné et qui a fait plus de 19 ans de prison pour avoir volé un morceau de pain pour pouvoir nourrir sa famille affamée. Et à sa sortie de prison, eh bien, Jean Valjean ne va pas chercher à se venger. Au contraire, il va chercher la rédemption, il va chercher à faire le bien. Et dans cette quête, tout au long du récit, il va rencontrer des personnages qui sont devenus de véritables emblèmes de la littérature, comme la petite Cosette, les méchants et cruels Thénardier ou l'inflexible Javert. C'est un roman qui peut faire peur, un roman qui peut impressionner déjà parce que je l'ai dit, il est très long. C'est pas le genre de livre qui va droit au but. Non, Victor Hugo c'est un écrivain romantique, un écrivain qui a mis 17 ans à écrire ce livre et c'est un écrivain qui fait de multiples descriptions, de multiples digressions. C'est le genre de livre où vous allez vouloir prendre des notes tout le temps parce qu'il y a de belles phrases, des phrases dont vous allez vouloir vous souvenir pour toujours. C'est un roman qui est complètement d'actualité. On n'est plus en 1862, mais il suffit de sortir de chez soi et des Thénardier, des Jean Valjean, des Cosette, vous en avez plein les rues, il suffit de regarder. C'est un roman qu'il faut lire, selon moi, au moins une fois dans sa vie parce que je considère qu'il y a un avant et un après Les Misérables. C'est une lecture qui va vous marquer. C'est pas un roman, une fois terminé, dont vous n'allez plus vous souvenir, déjà parce que vous allez peut-être souffrir un peu pendant la lecture, mais c'est un livre dont l'histoire va continuer à exister à travers vous, les personnages vont continuer à vous habiter, potentiellement pendant toute votre vie, donc rien que pour ça, ça vaut le coup, et je crois sincèrement que si tous les grands, si tous les puissants de nos sociétés lisaient ce roman, eh bien le monde serait, ne serait-ce qu'un petit peu, moins misérable. Si vous aimez les séries à la Gossip Girl, eh bien je vous propose un roman encore plus piquant, qui pourtant date du XVIIIe siècle, un roman qui a fait scandale à sa sortie, Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Je sais jamais si c'est Choderlos ou Coderlos. Je crois que c'est Choderlos, donc on va rester avec chaud, mais je suis pas certaine. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense aux Liaisons dangereuses, c'est au fait que c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman composé exclusivement de lettres que les personnages s'échangent entre eux. On commence l'histoire avec une femme, la marquise de Merteuil, qui cherche à se venger d'un ancien amant qui l'a laissé tomber pour aller voir ailleurs et qui doit épouser une jeune fille innocente, Cécile Volanges.
Et pour se venger de cet ancien amant, eh bien la marquise de Merteuil fait appel à son ami, le vicomte de Valmont, et lui demande de séduire la jeune fille. C'est un roman avec des personnages vaniteux, orgueilleux, détestables, mais vous allez adorer les détester. C'est brillant, c'est captivant, en même temps c'est une analyse et une critique de la société de l'époque, donc du XVIIIe siècle, et je suis persuadée que si Choderlos avait vécu à notre époque, il nous aurait concocté mais des pépites de série, ça aurait été trop bien. Changement d'époque, changement de décor, on part dans les années 30 en Indochine coloniale, ce qui est l'actuel Vietnam, avec l'amant de Marguerite Duras. Dans ce récit, on suit la narratrice, une jeune fille de 15 ans qui vient de déménager en Indochine avec sa famille, et un jour elle se fait aborder par un homme qui l'appelle depuis sa grande limousine noire. Cet homme, c'est un Chinois, plus âgé qu'elle, très riche. Elle décide de le suivre et à partir de là, tous les après-midi, c'est le même rituel. Ils vont dans sa garçonnière et ils font l'amour. C'est un roman très sensuel, un roman d'initiation au corps, au désir, à la passion. C'est une écriture assez particulière. Quand on le lit, on a cette impression de flou parce qu'on a les souvenirs de l'autrice qui se mélangent, puisque c'est un roman avec une grande partie autobiographique. Et en même temps, il y a cette ambiance très particulière. Si vous avez déjà été au Vietnam, vous savez à quel point c'est humide, il fait chaud. Et là, on retrouve complètement ça dans le roman, avec en plus ces odeurs qui se mélangent. Quand on le lit, on a l'impression d'être dans cette chambre et de pouvoir écouter les gens qui marchent dans la rue à travers le rideau. J'avais lu un autre roman de Duras que j'avais absolument détesté. Donc j'imagine qu'elle a un style très différent d'un livre à l'autre, mais celui-ci, j'avais adoré, donc je vous le recommande. À présent, je vous parle d'un autre écrivain qui aurait fait un excellent scénariste de série Netflix, puisqu'il arrive à nous tenir en haleine sur un roman de plus de 1000 pages, écrit au XIXe siècle, Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Ici, on suit Edmond Dantès, qui est un jeune homme, un jeune marin qui a tout pour être heureux. Il a un bon travail, un travail qu'il aime, il s'apprête à épouser la femme de ses rêves, donc vraiment tout se passe bien, jusqu'au jour où il se fait trahir par ses proches, accusé à tort et envoyé en prison au château d'If. 20 ans plus tard, il arrive à s'échapper et il va revenir pour chercher à se venger de tous ceux qui ont cherché à le nuire. Évidemment, c'est un roman d'aventure, mais pas que, c'est aussi un roman qui aborde des questions plus profondes, des questions sur l'injustice, sur la vengeance. À quoi bon chercher à se venger si ça ne fait que perpétuer la souffrance? Je vous l'ai dit, c'est un roman qui est long, mais n'ayez pas peur, au contraire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que vous allez pouvoir rester plus longtemps dans l'histoire, plus longtemps avec les personnages et ça va être absolument génial. C'est un roman que je vous conseille tout particulièrement si vous ne pouvez pas partir en vacances parce qu'avec ce livre, croyez-moi, vous allez voyager. Vous allez aller en Orient, vous allez aller dans le sud de la France, en Italie, à Paris. Vous allez porter des masques, des perruques, des costumes. Ça va être absolument formidable. Vraiment foncez. Le Comte de Monte Cristo, c'est génial. Maintenant, un roman un peu moins connu que les autres, mais qui, pour moi, a toute sa place dans cette sélection. Je suis quelqu'un qui pleure très rarement, et encore moins en littérature, mais ce livre, à chaque fois, il arrive à me bouleverser, à m'atteindre en plein cœur. Le silence de la mer de Vercors. Dans cette histoire, on se retrouve en 1941, au début de l'occupation allemande, dans un petit village français, et on suit un vieil homme et sa nièce qui doivent accueillir chez eux un officier allemand. Ils n'ont pas le choix, ils ont été réquisitionnés. Cet officier doit venir vivre avec eux. Et ce serait
tellement plus facile de mépriser, de détester cet homme si c'était un homme vulgaire, un barbare. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est un homme élégant, un homme raffiné, cultivé, un homme qui adore la littérature française. Et tous les soirs, cet homme descend au salon et il essaie d'avoir une conversation avec l'homme et sa nièce. Et tous les soirs, c'est la même chose. Invariablement, face à lui, il n'a que le silence. C'est un livre que j'avais dû lire dans le cadre scolaire. Il faisait partie des lectures obligatoires quand j'étais au lycée. Et je ne sais pas comment c'est possible. C'est un peu comme un sortilège. Mais ce livre, il est très simple. Il n'y a aucune difficulté de lecture. Il est court. Il n'y a pas de fioritures. Mais à chaque fois, il arrive à atteindre un fragment de mon être, un fragment de mon âme et à me bouleverser complètement. C'est un texte poignant, profond, comme la mer, et je serai toujours reconnaissante à ma professeure de français de l'époque qui avait su nous en parler avec tellement d'amour. Le silence de la mer de Vercors. Avant-dernier de cette sélection, je pense que vous en doutez, Madame Bovary de Flaubert. Bon, l'avantage c'est que je vais pouvoir faire court parce que j'en ai déjà parlé pas mal. Dans ce livre, on suit Emma, la femme de Charles Bovary, un médecin de province. Et Emma, c'est une femme qui est malheureuse, une femme qui s'ennuie profondément dans son mariage. Elle ne rêve que de Paris, que d'aventure, de passion, de toutes les choses qu'elle a pu lire dans les livres. Et pour échapper à cette vie, à cette existence, elle va prendre des amants, dépenser beaucoup d'argent, contracter beaucoup de dettes jusqu'à une fin tragique. Flaubert, ce n'est pas un écrivain romantique comme Hugo dont on a parlé au début de la vidéo, ce n'est pas non plus un écrivain naturaliste comme celui dont on va parler juste après. Il est entre les deux et c'est assez ironique parce que quand Flaubert a publié Madame Bovary, il a dit qu'il voulait écrire un roman sur rien, un roman qui ne traitait de rien. Et pourtant, ce roman parle de tout. Il y a plein de couches différentes dans Madame Bovary. C'est à la fois une critique de la petite bourgeoisie de l'époque, du 19e siècle. C'est aussi un roman qui parle de la bêtise, de la médiocrité, des désillusions, beaucoup. Et plus que ça, c'est un roman qu'il faut lire pour la plume, le style de Flaubert qui est absolument impeccable. Juste lisez Madame Bovary. C'est tout. Alors le dernier, je pense que vous le voyez venir aussi, je vais vous donner un Zola. Il y a énormément de Zola qui m'ont marqué pour des raisons différentes, mais celui que je vous recommande, c'est L'Assommoir. Dans L'Assommoir, on se retrouve à Paris et on suit une jeune femme, Gervaise, qui va ouvrir une blanchisserie. Et Gervaise, elle n'a pas d'ambition démesurée, elle ne rêve que de choses très simples comme avoir une vie honnête, une vie de travailleuse. Elle veut pouvoir vivre de son travail, pouvoir nourrir ses enfants et juste un peu de bonheur. Tout au long du livre, on va suivre Gervaise dans ce milieu défavorisé, on va suivre son quotidien. On a cette sensation pendant la lecture d'avoir du mal à prendre sa respiration et tout au long du livre, on espère qu'elle va s'en sortir. Elle le mérite tellement, mais... C'est un roman qui fait écho aux Misérables dont on a parlé au début, mais celui-ci est beaucoup plus pessimiste. Objectivement, parmi tous les écrivains dont je vous ai parlé jusqu'à présent, je pense pas que Zola soit le meilleur. Peut-être que le plus génial, dans le sens de génie, c'est Hugo, mais Zola, c'est celui dont je me sens la plus proche, déjà parce que c'est celui dont j'ai lu le plus de livres, mais aussi parce que c'est un écrivain qui a vécu, qui a été élève à Aix, donc c'est un écrivain que j'ai l'impression de voir dans mon quotidien davantage. À la sortie de L'Assommoir, Zola a été beaucoup critiqué. On lui a reproché de faire un roman sale, un roman puant.
On lui a reproché d'utiliser du langage de la rue, du langage populaire, et c'est précisément pour ça, je crois, qu'il faut lire Zola. Il faut lire Zola parce que c'est un écrivain qui va fouiller, il va aller au cœur de la nature humaine, et il va l'exposer, même si ce qu'on y trouve ne fait pas forcément plaisir. Je vais m'arrêter de parler, je vais aller boire. Évidemment, il y a des grands noms de la littérature qui ne font pas partie de cette liste. Je pense à Maupassant, Balzac, Colette, mais il faut faire des choix. Vous l'avez sans doute remarqué aussi, c'est une sélection qui est non paritaire, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je sais, ça reflète ma réalité en tant que lectrice. J'ai lu jusqu'à présent beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais ça changera, j'en suis sûre. Il y a aussi des mastodontes de la littérature française qui ne sont pas dans cette liste, tout simplement parce que je ne les ai pas encore lus. Mais j'ai toute la vie pour ça. Si vous venez d'un autre pays et que vous avez des classiques, des incontournables à lire absolument, eh bien s'il vous plaît, partagez-les. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez la possibilité de faire un don de 2 ou 3 euros. Il y a toujours un lien dans la description. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Vraiment, merci. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Faites de belles lectures. Lisez des classiques. Ne lisez pas de classiques, mais lisez. Ça augmente un peu notre univers. Salut!